Monsieur le secrétaire perpétuel, président, monsieur le député, messieurs les ambassadeurs, messieurs les préfets, amiraux, messieurs les professeurs, chers auditeurs, dont certains sont loin de France, puisque nous savons qu'aujourd'hui, nous avons des auditeurs sur tous les continents, y compris dans le lointain Japon, avec le grand historien Franck Michelin, qui a écrit un livre formidable sur l'Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur le secrétaire perpétuel, c'est un honneur pour la Fondation Charles de Gaulle d'être ici aujourd'hui au siège de votre prestigieuse compagnie, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que le général de Gaulle a partie liée avec la rue La Pérouse, puisque quand il venait à Paris, il était hébergé non loin d'ici, à l'hôtel La Pérouse, et d'ailleurs André Malraux dira dans un de ses discours, je revois le général de Gaulle à l'hôtel La Pérouse me dire peut-être aurons-nous la chance de retrouver un jour une jeunesse française. La deuxième raison, c'est qu'il n'y aurait pas de France libre sans Outre-mer, et que l'histoire de la France libre, le parcours fondateur de la Ve République est intrinsèquement lié à l'Outre-mer, même si lui était davantage mentalement de l'armée du Rhin plutôt que celle de l'armée d'Afrique. À des milliers de kilomètres de notre pauvre métropole qui s'effondre en mai-juin 1940, la Polynésie, les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie, les établissements français de l'Inde, plus tard, bien plus tard, les Antilles, à la suite d'un soulèvement populaire, avaient fondé le général de Gaulle dans sa lutte, dans un effort commun avec les territoires d'Afrique équatoriale française, avant d'offrir au combat le bataillon du Pacifique. Nous étions avec Jean-Marie de Deilhan le 27 octobre à Brazzaville, où un important colloque international s'est déroulé sur le ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre. Et nous avons pu voir à cette occasion que le souvenir et le symbole en étaient encore extraordinairement vivants, et que le manifeste de Brazzaville du 27 octobre 1944 est l'écho de l'appel du 18 juin pour restaurer l'État républicain après la victoire. Cette histoire de l'outre-mer, de la France libre, de la France, a été en réalité peu écrite, parfois à travers le voile mauvais de rancœur et d'amertume, qui ont peut-être tamisé la beauté de l'élan initial. Mais elle a vécu dans l'esprit du général, elle a pesé dans sa vision de la France, de son rayonnement, de la nécessaire et absolue solidarité d'efforts et d'intérêts entre les métropoles et les outre-mer. À l'époque du gouvernement provisoire, le général de Gaulle a eu la frustration de ne pas avoir pu se rendre dans l'outre-mer français le plus lointain, puisque à l'époque, bien évidemment, la priorité était le Rhin et la libération du territoire. Mais pendant la traversée du désert, puis comme président de la Ve République, il a inlassablement parcouru les Outre-mer. Pendant la traversée du désert, deux voyages mémorables, celui de 1953 qui le mène dans l'océan Indien, puis celui fameux, mais peu connu en fait, de 1956, qui le mène aux Antilles, en Polynésie, aux Nouvelles-Hébrides et en Nouvelle-Calédonie. Et tous les témoins d'ailleurs que j'ai pu rencontrer à l'époque encore vivants, qui avaient vécu ces voyages, m'ont tous dit que le général, notamment dans le voyage de 1956 dans le Pacifique, avait retrouvé de la force et de l'élan
et qu'à bien des égards, ce voyage de 1956 a fondé en réalité le retour au pouvoir 2 ans plus tard, en 1958. Le 13 mai 1956, à Fort-de-France, il exalte la nécessité d'être ensemble, franchement et loyalement. Quelques années plus tard, revenant dans cet outre-mer, parcourant la Martinique aux côtés d'Aimé Césaire, accueilli par une foule enthousiaste, le général martèle 2 idées déterminantes. Mon Dieu, que vous êtes français, s'exclame-t-il en exorde. Les Outre-mer sont pour lui la France, et les Français des Outre-mer doivent naturellement bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs. Cette conviction n'interdit pas le pragmatisme ni le respect des aspirations et des identités. Si en 1946, 4 de nos territoires font le choix de la départementalisation à la demande des élus mêmes de ces territoires, en 1958, chacun est placé devant le libre choix de la nature et du cadre de sa relation à la métropole. Le propos gaullien ne s'arrête pas là. Je cite: « La Martinique est un témoin, un point, un lien d'où la France doit rayonner précisément sur l'ensemble de cet océan dont je parle. C'est un exemple à donner ici, et à partir de cet exemple, c'est une influence à exercer à partir d'ici, et ce sera une de vos tâches. » Pour le général, nos Outre-mer sont des espaces stratégiques et pas seulement militaires. Des avant-gardes qui contribuent puissamment à maintenir notre pays à son rang, à sa capacité de rayonnement par la culture et la langue française, comme vous le disiez à l'instant, monsieur le secrétaire perpétuel. Ils sont des espaces cruciaux, des têtes de pont, mais bien au-delà des populations, des citoyens qui font de la France une puissance présente sur 5 des 6 océans. La République leur en est redevable par son engagement, par le soutien de sa marine notamment, à l'heure où le rayonnement sur les mers est l'objet de toutes les rivalités et de tous les conflits de puissance. Là se situe précisément notre sujet. Réfléchir au rôle décisif de nos Outre-mer dans nos politiques de rayonnement, dans quel cadre, avec quels moyens, au service de quelle vision. Cette tripartition si gaulienne s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus globale que la Fondation, sous l'intitulé « De Gaulle et le Grand Large », mène au contact d'historiens, d'acteurs politiques, administratifs, économiques et militaires. Cette réflexion, entamée voici plus d'1 an, nous souhaitions l'inscrire au cœur de l'année gaulienne 2020. Le contexte sanitaire que nous connaissons l'a quelque peu décalé, mais qu'importe, c'est un sujet intemporel. Les difficultés actuelles dans nos Outre-mer, les rivalités de plus en plus exacerbées pour le contrôle des espaces maritimes ne la rendent pas moins nécessaire. Les questionnements de cette année qui débute, de cette période de crise et de remise en question des repères rassurants, n'en sont pas moins gauliens, bien au contraire. Comment trouver le lien entre une vision stratégique et le souci de l'homme, entre la fierté anxieuse qui commande à notre pays de conserver sa capacité à influer et à peser, de défendre ses zones économiques exclusives maritimes, atout unique dans le monde qui s'annonce, et la nécessité d'entendre les spécificités, les identités, les demandes d'une solidarité renouvelée émanant de la diversité de nos Outre-mer. Comment concilier cet effort de souveraineté en lien avec la dynamique européenne avec une inscription forte dans une dynamique et une insertion régionale? La question est vaste, centrale, fondamentale pour l'avenir de notre pays, donc gaulienne. C'est pourquoi nous sommes très fiers de ce partenariat avec l'Académie des sciences d'Outre-mer qui nous accueille aujourd'hui. Les enjeux statutaires, les enjeux de développement des Outre-mer et les enjeux de rayonnement et de valorisation de notre patrimoine maritime sont liés, comme le général le pressentait dès 1956, affirmant sa conviction que notre pays saurait retrouver la puissance, la grandeur et, par conséquent,
la fraternité, puisque tout se tient. Mais dans quel ordre ces objectifs doivent-ils être poursuivis? Là s'arrête mon propos et commence celui des historiens, mais aussi des acteurs de ce lien vivant avec nos outre-mer, militaires, administrateurs, personnalités du monde économique, que nous sommes heureux de réunir aujourd'hui. Avant de leur laisser la parole, je voudrais encore une fois, Monsieur le Président, vous remercier de nous accueillir dans ces locaux prestigieux. Je voudrais donc remercier évidemment Pierre Génie, le secrétaire perpétuel, Madame Thiorise Razafine-Dabré, dont l'engagement sans faille nous a permis de surmonter les difficultés sanitaires. Je voudrais remercier tous les participants qui vont éclairer notre journée, ainsi que tous les mécènes qui nous permettent aujourd'hui de réunir ce colloque, j'allais dire, hors les murs. Mais comme la plus grande France est hors les murs, il est bien normal que ce colloque le soit également. Et puis, je voudrais bien évidemment remercier tous les personnels de la Fondation Charles de Gaulle, que j'ai l'honneur de présider, qui ont rendu ce colloque possible. Je voudrais peut-être, pour conclure, d'abord m'adresser aux Françaises et aux Françaises de nos outre-mer, dont je salue la vitalité, la jeunesse, l'ardeur, qui permettent ensemble de partager ce beau projet français. Et puis je voudrais vous livrer une citation d'Aimé Césaire, qui est la suivante. Il est hors de question de livrer le monde aux assassins d'aube. Voilà qui, sans angélisme, sans occultation des problèmes, fait écho à la vision gaulienne. Le message du général à destination de nos outre-mer est immanquablement un message de confiance, d'espoir et de fraternité. Je vous remercie.